Bon, bonjour à tous. Nous allons maintenant continuer avec le dernier cours de notre programme et ça porte sur les multitréiers résidués. Toujours. Bon, pour ceux qui viennent de se connecter, moi c'est le professeur Célestin Lélé de l'Université de Tchang, venant du Cameroun. Pour nous fixer les idées, et même pour ceux qui viennent d'arriver aujourd'hui, on rappelle les éléments que nous avons utilisés. Nous avons le treillis suivant. 1, A, B, C, D, 0. Que nous avons appelé ça M6, L6. Donc multitreillé d'ordre 6. Parce que ça a 6 éléments. Nous avons démontré que cet exemple n'est pas un treillis, mais un multitreillis. Nous avons essayé de mettre la résiduation, le point et la flèche, sur ce treillis, sur un multitreillis. On a constaté qu'on ne peut pas. Et on a conclu donc que le plus petit multitreillis résidué ne peut pas être d'ordre 6. Qu'est-ce qu'on a fait donc? On est passé donc à l'ordre 7, on a ajouté un élément et on a réussi donc à construire un multitreillis résidué. Ce qui fait qu'on conclut que le multitreillis résidué, le plus petit, sera d'ordre 7. Et on s'est amusé donc à chercher, à faire toutes les combinaisons. On a trouvé 17 et on a constaté que ça donne 6 à isomorphisme près. Ça, c'est pour ce qui est des exemples. Et une fois qu'on a un exemple, nous avons vu la notion de somme ordinale qui permet de construire beaucoup d'autres exemples. Quand on a construit des exemples, on a étudié les sous-classes. C'est là où on était hier. On a étudié les sous-classes. Les sous-classes, pour étudier les sous-classes ici, on n'a rien de sorcier. On part sur ce qu'on connaît dans les treillis résidués. Par exemple, nous avons cette notion d'idempotence, x égale à x, dans les treillis résidués. Hier, j'avais commencé par un tableau qu'on avait rempli. Nous avons ça. La situation dans les treillis résidués. Et là, bon, il faut faire le tableau grand parce que ça va nous aider tout au long du cours. Nous avons là la situation dans les treillis résidués. Et là, la situation dans les multitreillis résidués. Voilà. Et ça, c'est la sous-classe idempotence. Je peux mettre idempotence. On a vu qu'un treillis résidué idempotent, ça existe. On a des exemples. Et plus précisément, on dit que c'est un algèbre de Hilty. Dans ce cas-ci, cette même notion n'existe pas. Quand on fait x égale à x dans un multitreillis résidué, ça s'écrase. Et comme ça s'écrase, on a la notion plus faible que j'ai appelée semi-idempotent. Semi-idempotent veut dire tout simplement quoi? On travaille avec le prime. Ça, c'est idempotent. Semi-idempotent, c'est x prime. X prime. Le tout prime est égal à x prime prime. Ça, c'est l'idempotence. Ici, semi-idempotent, on a vu que ça existe. On a vu ici que ça existe. Donc, on a pu trouver des exemples. Ça, on a discuté de ça hier. Après, semi-idempotent, on a discuté la régularité. Régularité, c'est quoi? Ça veut dire x seconde égale à x. Ça, c'est la régularité. Et on a vu bien ici
La régularité, c'est bon ici aussi, c'est bon aussi là. On a des exemples. On a vu qu'aussi la notion de semi-divisibilité. Divisibilité d'abord, c'est quoi? Ça, c'est dans les treillis résidués. Et on a vu que la divisibilité existe bien. C'est bon. Maintenant, quand on va passer dans les multitreillis résidués, on a démontré que la divisibilité se traduit par ceci. Appartient à X. Voilà. On a vu que la divisibilité, l'équation ci, quand on part dans le cas des multitreillis résidués, ça n'existe pas. Ça s'écrase. Et quand ça s'écrase, on prend la notion plus faible, qui est la semi-divisibilité donnée par... On travaille avec les primes. Ça, c'est la semi-divisibilité. Et quand on va traduire ça dans le cas des multitreillis, là, c'est bon. Voilà la semi-divisibilité. Divisibilité. Semi-divisibilité. Et on a vu ça hier. La divisibilité, c'est bon. Semi-divisibilité, c'est bon ici. C'est bon aussi là. Maintenant, nous allons passer à une nouvelle classe qu'on va appeler prélinéarité. Je crois que c'est ici qu'on s'était arrêté hier. Oui. Voilà, c'est ici qu'on s'est arrêté hier. La prélinéarité est donnée donc par... La prélinéarité est donc donnée par l'équation suivante. Nous avons là la prélinéarité. Si on veut interpréter ça dans le cas des multitreillis résidués, ceci, c'est un ensemble. Ici, ceci, c'est un élément. Ici, on remplace par le multi-sup. En principe, comme ça, c'est un ensemble, on doit obtenir ça. 1 est là-dedans. Mais comme 1 est le plus petit élément, ceci se traduit aussi par la prélinéarité. On a donc démontré que dans le cas des treillis résidués, la prélinéarité existe. Et maintenant, quand on va passer dans le cas des multitreillis résidués, l'équation ci, on a fait des efforts pour chercher les résultats, mais on n'a pas pu trouver. Ce n'est que récemment qu'on a constaté qu'à l'ordre 11, à l'ordre 12, ça existe. Donc, ceci existe bel et bien dans le cadre des multitreillis résidués. Techniquement, comme on a la prélinéarité, on peut s'amuser aussi à avoir la semi-prélinéarité. J'ai discuté de cette notion de semi-prélinéarité car on a deux façons de faire. Il y a un qu'on va appeler prélinéarité faible, un qu'on va appeler prélinéarité forte. Mais pour le moment, on va s'intéresser seulement au cas où on travaille avec les primes ainsi, égal à 1. Ça, c'est la prélinéarité. Quand on va revenir dans le cas des multitreillis résidués, ça va donner ça, qui ne change rien, puisque c'est la même chose, égal à 1. Nous, on a vu également aussi que ça marche. Ça, c'est semi-prélinéarité. C'est bon, c'est bon. Je vais insister sur la semi-prélinéarité
puisqu'on a des résultats à démontrer. De la même manière qu'on a vu hier pour les autres cas, pour la semi-prélinéarité, dès qu'on donne la définition, qu'est-ce qu'on fait? On cherche des exemples. Une fois qu'on a des exemples, on cherche quoi? Les propriétés. Une fois qu'on trouve les propriétés, on cherche le lien avec les autres sous-structures. Voilà. Pour la semi-prélinéarité, on a la définition, on a les exemples, on va noter tout à l'heure, on a les propriétés on va regarder et le lien avec les autres structures. Le résultat souvent est le plus courant et c'est classique. Donc, semi-prélinéarité, on va démontrer que prélinéarité entraîne semi-prélinéarité. C'est la même chose que hier. Prélinéarité, semi-prélinéarité n'entraîne pas prélinéarité. Toutefois, si on ajoute la régularité, voilà. Les démonstrations sont classiques et on n'a vraiment pas de difficulté à le faire. Et nous pouvons résumer ceci en copiant. Donc, prenons les notes. On dit donc que dans un multitrait résidué, on a vu que l'idempotence et la divisibilité s'écrasent. Mais si on prend la condition de prélinéarité qui est donnée par ceci, ça ne s'écrase pas. Et on a démontré que le plus petit exemple que nous avons pu démontrer est d'ordre 12. C'est pour ça que dans le tableau, dans la colonne des multitriés résidués, la prélinéarité est bien validée. Comme je l'ai dit tout à l'heure, pour le démontrer, on a conçu un exemple. Et voilà l'exemple. C'est un exemple à 12 éléments. Voilà son diagramme des As. Ça, c'est le diagramme des As. Ça, c'est le tableau de la multiplication. Ça, c'est le tableau de la flèche. Et on vérifie facilement que ça, c'est un trait résidué qui est prélinéaire. Vous allez constater avec moi que pour travailler avec 12 éléments, ça a été vraiment fastidieux. On l'a vérifié d'abord à la main et les algorithmes ont confirmé. Maintenant, on va regarder quelques propriétés de la prélinéarité. La proposition 9 nous donne une caractérisation de la prélinéarité. Et c'est cette caractérisation de la prélinéarité qui va nous aider beaucoup à faire nos calculs. La preuve est là, facile ou bien démontrée. Là, c'est une autre caractérisation de la prélinéarité qui dit ceci. La première propriété, la deuxième propriété, la troisième, la quatrième sont équivalentes. La démonstration aussi ne pose aucun problème. C'est dans le document. Maintenant, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, comme la prélinéarité ici ne s'écrase pas, même si la prélinéarité s'est écrasée, on a le droit de passer au complément pour obtenir la notion de sémi. C'est une méthode que nous appliquons depuis pour ce cours. Et dans le cas des prélinéarités, nous nous sommes dit que la définition qu'on va retenir est celle-ci. Mais comme je l'ai mentionné, en prenant avec les primes, on a une autre définition qui aussi donne des exemples, mais qui fera l'objet d'autres études. Comme on a la prélinéarité et comme on a dit que ça existe, pour le faire montrer que ça existe, il suffit seulement de construire un exemple. Voilà un exemple à 8 éléments. Voilà son diagramme des As. Le tableau de la multiplication, le tableau de la flèche. Et ce n'est pas très compliqué de montrer que ça, c'est semi-prélinéaire. Donc la notion de semi-prélinéarité
existe bel et bien. Je ne manquerai pas chaque fois de le souligner. Une fois qu'on a un exemple, en utilisant la somme ordinale, on peut construire beaucoup d'autres exemples. La proposition 4 nous donne une caractérisation aussi de la semi-prélinéarité qui nous dit que si l'ensemble des éléments complémentés est linéaire, alors le multitréé résiduel est semi-prélinéaire. C'est ça le résultat. Et la preuve, n'est pas si compliqué. C'est fait en quelques lignes. Et nous avons la preuve dans le document. Comme je l'ai mentionné tout à l'heure, la prélinéarité implique la semi-prélinéarité. C'est-à-dire quoi? Tout multitréé résidué prélinéaire est semi-prélinéaire. La démonstration est là. Par contre, si on ajoute la semi-prélinéarité à la régularité, on obtient aussi prélinéaire. Donc, prélinéaire entraîne semi-prélinéaire, mais la réciproque est vraie si et seulement si le multitréé résidué est régulier. La preuve est là, en quelques lignes. Facile à comprendre. Après donc la notion de semi-prélinéarité, la notion de prélinéarité, nous abordons une nouvelle notion qui est la notion de multitréé résiduel de stonien. Nous pouvons effacer. Avant de passer rapidement sur la semi-prélinéarité, il est clair de noter ceci. C'est les difficultés que nous avons eues avec la prélinéarité qui nous ont donné des idées pour penser à la semi-prélinéarité. Malheureusement pour nous, dans la littérature, cette notion de semi-prélinéarité dans les tréés résidués n'existait pas. Comme on a eu l'idée dans les multitréés résidués et qu'on n'a pas eu le résultat dans la littérature pour les tréés résidués, c'est pour ça que nous avons introduit la notion de semi-prélinéarité aussi dans les tréés résidués. Si on regarde bien au chapitre 3, qu'on a les New Class of Residuated Lattice, ça veut dire que c'est cette prélinéarité qui est la composante forte de ces chapitres. Et c'est notre contribution dans l'étude des tréés résidués. Donc, après la notion de semi-prélinéarité, nous passons maintenant à la notion de tréés résidués stoniens. Stonien ici veut dire tout simplement que x' ou x seconde égale à 1. Ça, c'est la notion qui existe dans les tréés résidués. On n'a plus rien à faire. Stonien. C'est bon, ça existe. Et si nous décidons donc d'utiliser cette notion, on aura ça. Dans le cadre de notre multitréé résidué. Avons-nous un exemple? Oui. On va le voir, on va noter tout à l'heure l'exemple. On a donc trouvé un exemple et comme j'ai dit, avec la somme ordinale, on peut regarder, construire beaucoup d'autres exemples. La chose à faire maintenant, c'est les propriétés ainsi que le lien avec les autres. On va juste noter. Donc, un multitréé résidué sera dystonien si la proposition suivante, vérifie l'équation suivante. Et pour les exemples, on a un exemple dans le document. Et
Pour les propriétés, voici une caractérisation d'un multitreillis résidué stonien. Si le multis 1 de x et de x' égale à 0, on obtient une autre caractérisation de multitreillis résidué stonien. La preuve est là. C'est en quelques lignes. On résume donc à travers la remarque 30 qu'un treillis résidué stonien, qu'un multitreillis résidué stonien est pseudo-complémenté. Mais la réciproque n'est pas vraie. Et l'exemple 2 nous donne un contre-exemple. La proposition 31 donne une autre caractérisation de la notion de multitreillis stonien. Le 1 dit ceci, M est stonien. Le petit 2 dit que M est stonien si ça vérifie la propriété petit 2 dit. Et enfin, la propriété 3 dit sont équivalentes. Voilà en gros les propriétés des multitreillis résidués stoniens. La preuve est là. Voilà. Nous, on a donc étudié quelques sous-classes de multitreillis résidués. À savoir, si on veut se résumer, on a étudié l'idempotence. Ça, le résumé est là. On a étudié l'idempotence qui existe dans les treillis résidués, mais elle n'existe pas dans les multitreillis résidués. On perd. Semi-idempotence existe. Régulier existe. Divisible existe, s'écrase. Semi-divisible existe. Prélinéaire existe. Semi-prélinéaire existe. Stonienne existe. On peut donc s'amuser à étudier toutes les classes de multitreillis résidués, toutes les classes de sous-multitreillis résidués qui existent dans la littérature et relever ça dans le cadre des multitreillis résidués. Nous allons passer maintenant à une notion très importante, la notion des filtres premiers dans les multitreillis résidués. Avant d'aller prendre les notes, il faut seulement bien comprendre la philosophie. Dans les treillis résidués, nous avons deux types de filtres, trois types dans les treillis résidués, c'est-à-dire premier, F est premier, c'est seulement si X ou Y appartient à F, entraîne X appartient à F ou Y appartient à F. Bon, F est premier de type 1, de type 2, pardon, puisque premier, on dit que c'est de type 1. Premier ou bien premier de type 1. C'est seulement si X flèche Y appartient à F ou Y flèche X appartient à F. Et premier de troisième type, c'est seulement si X flèche Y ou Y flèche X appartient à F. Ça, c'est des résultats qui existent dans la littérature, dans le cadre des treillis résidués. La relation entre les différents types est bien étudiée. Nous l'avons fait au chapitre 2 et le lien entre les différents types est bien établi. Et dans le cas où notre treillis résidué est semi-prélinéaire ou prélinéaire, nous avons fait des caractérisations. Question de bon sens, comme on a fait depuis hier, il est question donc de prendre ces trois définitions et les relever dans le cadre de notre multitreillis, résidué. Donc,
Celui-ci ne crée aucun problème. F est premier. Si et seulement si on change Y. Ici, je suis un peu embêté. J'ai le droit de faire ça. Mais, comme vous avez vu les définitions, on peut aussi s'amuser à voir si ça rencontre seulement. Voilà. Avec la technique que nous connaissons, comment passer d'une situation déterministe à une situation d'indéterminisme, voilà les deux candidats pour la définition de premier. Heureusement pour nous, comme le filtre, la notion de filtre englobe le fait que ça doit être un filtre d'hypocrime, P filtre, M filtre. Le fait que ce soit M filtre nous permet de voir que les deux définitions suivantes sont équivalentes. Ce qui fait que premier, ce sera soit ça, soit ça. Et le fait que le filtre c'est un M filtre, on va vérifier tout à l'heure, le résultat est démontré là, que les deux définitions sont équivalentes. Voilà techniquement comment construire les définitions partant des cas des treillis résidués. Si on prend premier de deuxième type, ici, on n'a ni le multi-inf ni le multi-sup, donc la définition va rester. La démonstration reste. Et si on passe maintenant au type 3, qu'est-ce qui va se passer? Nous avons ceci qui va nous donner X multisup. Ici, on a le même problème. Soit ça, soit le tout. Voilà les deux définitions possibles. Comme tout à l'heure, il est facile de voir que, en disant le fait que c'est un M filtre, que les deux définitions coïncident. Donc, ça c'est le si et seulement si. Voilà donc la notion des différents types de filtres premiers étendue dans le cadre des multitreillis résidués. Il nous reste seulement à chaque fois donner des exemples, trouver les propriétés et les liens qui existent entre les différents types de filtres premiers. Si on a bien compris le mécanisme, nous pouvons prendre maintenant les notes. Donc, définition. Nous avons là un multitreillis résidué et F un filtre. F sera un filtre premier. F sera un filtre premier de premier type si on a ça. Ici, on a pris la définition avec l'intersection et on va démontrer tout à l'heure que les deux définitions coïncident. Premier de deuxième type, la définition est là, on peut le noter. Premier de troisième type, la définition est là. Et comme j'ai dit tout à l'heure, en utilisant le fait que tout filtre de multitreillis résidués est un M filtre, il est facile de voir que la définition 1, ici, et la définition ci, que les deux définitions sont équivalentes. De même, il est facile de voir que le petit ici et ceci sont des définitions équivalentes. Si on regarde tout ce qu'on a fait avec les filtres premiers dans les treillis résidués,
les mêmes résultats sont transportés ici. Par exemple, on dira que tout filtre premier de deuxième type est un filtre premier de premier type. Et aussi un filtre premier de troisième type. Les preuves sont là. Facile à comprendre. La proposition 5 nous dit ceci, que F est un filtre premier de deuxième type si et seulement si c'est premier type et de second type. Ça, c'est des résultats que nous, on a aussi obtenus dans le cadre des treillis résidués. Et comme j'ai dit tout à l'heure, une fois qu'on a donné la définition et les propriétés, il faut construire des exemples. Voilà le diagramme de as d'un multitreillis. Voici la table de la multiplication. Voici la table de la flèche. Et des calculs faciles montrent que le sous-ensemble suivant et le sous-ensemble suivant sont des filtres premiers de premier type, de deuxième type et de troisième type. Plus encore, le filtre contenant H1 est un filtre premier de troisième type, mais ce n'est pas un filtre premier de deuxième type, ni un filtre premier de premier type. 1 est un filtre premier de premier type, mais n'est pas un filtre premier de deuxième type, ni un filtre premier de troisième type. Donc, sur le même exemple-ci, on a illustré à la fois les relations entre les trois types de filtres premiers. Ça se résume à travers la remarque 37 qui dit ceci. On observe que dans un multitreillis résidué, un filtre premier est de premier type. Un filtre premier peut être de premier type. Un filtre premier de premier type peut ne pas être un filtre premier de deuxième type, ni un filtre premier de troisième type. De même, un filtre premier de troisième type n'est pas toujours un filtre premier de deuxième type, ni un filtre premier de premier type. Et tout ça est résumé dans un diagramme que nous allons montrer à la page suivante. Voilà le diagramme qui illustre la relation entre les différents types de filtres premiers. Maintenant, on se positionne dans le cadre où notre multitreillis résidué est soit prélinéaire, soit semi-prélinéaire. Si nous nous rappelons, au chapitre, je crois que c'est le chapitre 3, nous avons également montré la distance qu'il y a entre semi-prélinéaire et prélinéaire à travers les filtres premiers. Ici, on va utiliser la même procédure et le résultat se présente de la manière suivante. On démontre que dans le cadre où on se trouve dans un multitreillis résidué prélinéaire, si M est prélinéaire, alors tout filtre premier est un filtre premier de second type. La preuve est là. Et rappelons-nous que, ça c'est important, rappelons le résultat suivant, c'est important. Dans le cadre des multitreillis résidués, nous avons vu ceci, que si on prend F, un filtre de multitreillis résidués, on a la relation
on a démontré que cette relation R est une relation d'équivalence compatible avec les opérations de notre multitreillis résidué. Donc, on conclut que c'est une congruence. Et nous avons vu que quand on a une congruence, l'ensemble quotient, si j'ai appelé ça un filtre d'un multitreillis résidué L, l'ensemble quotient L sur R est aussi un multitreillis résidué. Le résultat, s'il existe dans le cas des treillis résidués, et s'étend aussi dans le cas des multitreillis résidués. Le résultat dit quoi? Si F est premier, alors l'ensemble quotient, bon, je peux noter L sur F pour dire que c'est la relation d'équivalence associée à F, est linéaire. C'est-à-dire forme une chaîne totalement ordonnée. Le résultat, s'il existe dans le cadre des treillis résidués, et le même résultat s'étend aussi dans le cadre des multitreillis résidués. Ça, c'est un résultat très important. Et on peut s'amuser aussi, et ça va s'appliquer partout. On a vu les différents types là. Si on part d'un multitreillis résidué stonien, est-ce qu'on quotiente par un filtre F? Est-ce que le résultat sera stonien? La réponse est oui. Donc, ça marche dans le cas des treillis résidués, ça marche aussi dans le cas des multitreillis résidués. Donc, si on prend n'importe quel filtre et on part d'un multitreillis résidué idempotent, ici, idempotent, ça n'existe pas, donc on n'a pas de souci. Semi-idempotent, quotienté par un filtre, donne aussi semi-idempotent. Régulier, quotienté par un filtre, donne aussi régulier. Divisible, quotienté par un filtre, donne divisible, mais on n'a pas la notion de divisibilité ici. Semi-divisible donne semi-divisible. Prélinéaire donne prélinéaire. Semi-prélinéaire donne semi-prélinéaire. Stonien donne stonien. C'est le résultat que nous pouvons noter. Donc, la proposition 9 dit ceci. Si M est un multitreillis résidué et un F filtre, alors l'ensemble quotient par un filtre premier de second type est linéaire. Ça, c'est un résultat très courant. Donc, l'ensemble quotient, en un mot, pour utiliser le vocabulaire de notre théorie, s'écrase. La preuve est là, elle est longue, bon. La remarque 40 nous dit donc que le quotient par un filtre d'un multitreillis résidué s'écrase si et seulement si le filtre est premier de second type. Et plus précisément, ça ne s'écrase pas seulement, le sous-ensemble quotient est linéaire. Et, comme je l'ai bien dit, sur un des exemples, on montre qu'avec les autres types de filtres, ça ne s'écrase pas. L'exemple 40. Voilà l'exemple 18. Voilà un filtre. J'ai aussi un filtre. Facile à voir que F est un filtre premier de troisième type et que G est un filtre premier de premier type. Voilà l'ensemble quotient. M sur F, M sur G. Et il est clair que ces deux ensembles quotients, l'ensemble-ci et l'ensemble-ci, ne sont pas linéaires. Donc, on conclut que ce n'est pas tous les types de filtres qui entraînent un quotient linéaire. Rappelons aussi que quand on prend le quotient par un filtre consistant, ça collapse aussi. Je l'ai dit tout à l'heure, et ça se généralise. Si on prend M, un multitreillis résidué, et une congruence sur M, si M est pseudo-complémenté,
le quotient est aussi ces deux complémentés. Si M est stonienne, le quotient est aussi stonien. Si M est semi-divisible, le quotient est aussi semi-divisible. Si M est prélinéaire, le quotient est aussi prélinéaire. On n'a pas tout écrit. On peut aussi démontrer que si M est semi-prélinéaire, le quotient est aussi semi-prélinéaire. Ça marche. Nous allons conclure le chapitre par le tableau suivant, qui est capital. Et avant d'insister sur le tableau suivant, faisons un retour en arrière et on regarde ce qu'on avait eu comme tableau dans le cadre des treillis résidués. Ça, c'était le chapitre 3, si je ne me trompe pas. Ça prend un peu de temps, mais c'est capital. Voilà. Voilà le tableau que nous avons eu dans le cadre des treillis résidués. L'idée, alors, c'est de continuer avec ce tableau aussi dans les multitreillis résidués. Je signale que nous nous sommes arrêtés exactement à l'ordre 12 pour deux raisons. Les algorithmes, quand on traversait le 12, il y avait l'algorithme plantait. Donc, de manière, pour résoudre le problème, il faut soit améliorer l'algorithme, soit trouver une machine plus puissante. Donc, hier, on a eu à calculer le nombre de types des sous-classes des treillis résidués. Aujourd'hui, on est aussi capable de calculer le nombre de sous-classes des multitreillis résidués purs, puisque ici, on exclut le cas où le multitreillis peut se réduire au treillis résidué. Voilà donc le résultat. Voilà. Sorry for the problem. Nous avons là exactement les résultats qu'on a obtenus dans le cadre des treillis résidués, élevés au cas des multitreillis résidués. C'est là. Nous avons à l'ordre 1, on n'a pas. Ça ne se discute pas. Nous on a démontré qu'à l'ordre 1, il n'y a pas. À l'ordre 2, il n'y a pas. À l'ordre 3, il n'y a pas. À l'ordre 4, il n'y a pas. À l'ordre 5, il n'y a pas. À l'ordre 6, il n'y a pas. Ça, c'est des résultats que nous avons fait d'abord à la main, mais les algorithmes ont confirmé. Maintenant, à l'ordre 7,
nous avons trouvé 6 à isomorphisme près. Dans les 6, 0 régulier, 0 prélinéaire. Tous les 6 sont semi-prélinéaires. Comme je vous dis, semi-prélinéaire est très proche de la structure même. Et sur les 6, on a constaté que 2 sont divisibles et 0 semi-idempotent et 0 stonien. Quand on passe à l'ordre 8, on grimpe vite. On est à 128. Multitréier résidué pur. Régulier, on en a 3. Prélinéaire 0. Semi-prélinéaire 121. C'est pour ça que je dis semi-prélinéaire et la classe se rapproche. On a 128 et ici on a 121. Semi-divisible 50. Semi-idempotent 6. Stonien 6. Quand on passe à 9, on est à 2139. 4 réguliers. Prélinéaire 0 toujours. 1957, semi-prélinéaire. 833, semi-divisible. 131, semi-idempotent. 128, stonien. À l'ordre 10, on a la même chose. Ce qu'il faut regarder seulement, c'est que jusqu'à l'ordre 10, on n'a rien de prélinéaire. De même, jusqu'à l'ordre 11, on n'a rien de prélinéaire. Et c'est à l'ordre 12 qu'on a un seul cas prélinéaire. En fait, quand on ne trouvait pas, on essayait de démontrer que la prélinéarité s'écrase, mais on n'avait pas réussi. Mais avec au moins l'exemple d'ordre 12, on est sûr que la notion de MTL Residuated Multilatis existe. Pour faire une comparaison, on peut constater que après la notion de multitréier résidué pur, le nombre élevé viendra avec la semi-prélinéarité. Semi-prélinéarité, on est à 6, 6, 128, 121, 2139, 1957, 34 987, on est à 30 864. Donc, après les multitréiers résidués purs en général, vient les multitréiers résidués semi-prélinéaires. Là où on n'en a pas assez, on a déjà vu, c'est les prélinéarités. Et ce qui est en troisième position, je crois qu'on a la divisibilité. Non, semi-divisibilité. Donc, après la semi-divisibilité, nous avons quoi? Nous avons semi-idempotent, stonien, et le cas rare, c'est la prélinéarité. C'est pour ça que, comme on l'a dit, on a eu des soucis pour démontrer que cette classe ne s'écrase pas. Donc, voilà en gros les résultats que nous avons obtenus en ce qui concerne les multitréiers résidués. Pour conclure donc ce chapitre, avant d'aller à la pause, on peut se résumer. Et on va revenir regarder le dernier chapitre qui va parler un peu des applications. Avant donc de conclure, nous pouvons résumer ce que nous avons, les objectifs que nous avons atteints jusqu'à présent. Dans l'étude des treillis résidués, nous avons beaucoup de résultats et nous nous sommes amusés donc à relever ces résultats dans le cadre des multitreillis résidués. Voilà ce qu'on a obtenu comme résultat en ce qui concerne les sous-classes. Mais, comme je l'ai dit tout à l'heure, la notion d'idéal reste un problème ouvert. La notion des filtres, la description des filtres engendrés par un sous-ensemble
reste ouvert. Et quand on parle d'idéal, si on trouve la notion d'idéal, il faut étudier aussi les idéaux premiers et autres. Voilà quelques problèmes qui sont à notre portée et qu'on peut regarder dans le cadre même d'une thèse ou bien d'un mémoire de Master 2, sachant que nous avons déjà le background, nous avons déjà la notion d'idéal dans les treillis résidués, nous avons la description des filtres engendrés dans les treillis résidués. Et ça va nous amener à étudier beaucoup de choses comme la topologie spectrale, les annihilateurs, les coannihilateurs et beaucoup d'autres choses. Là, c'est l'étude purement algébrique. La découverte de la notion MTL algèbre. Nous connaissons que, associé à la notion de MTL algèbre, il y a la notion de logique, qu'on appelle monodie des normes logiques. Nous avons la notion de semi-MTL algèbre, qui est une notion plus faible de la notion de MTL algèbre. On espère que cette nouvelle classe que nous avons trouvée va aussi engendrer beaucoup de conséquences en logique. Si je peux me permettre de le dire, tous ces sous-classes, on les appelle, le mot anglais c'est algébrasage logique, c'est-à-dire les structures algébriques liées à une logique. Voilà en gros ce qu'on a pu étudier jusqu'à nos jours. Maintenant, au dernier chapitre, où nous n'allons pas trop perdre le temps, ce sera intitulé les applications. Nous pouvons nous donner une pause de 10 minutes et revenir faire le tout dernier chapitre de notre cours qui est intitulé Applications. Pour ça, je vous remercie pour votre aimable attention. S'il y a des questions, on peut en discuter pendant la pause. Nous entamons donc le dernier chapitre et qui marque la fin de ce programme. Et le dernier chapitre porte sur les applications. Avant d'entamer les applications, nous rappelons que l'étude des multitreillis résidués, nous avons commencé avec le papier de Cabrera en 2014. Ça, c'est 2014. Dès qu'on a vu le papier de Cabrera, on s'est intéressé à l'étude. On a fait un certain nombre de travaux jusqu'en 2018. Et en 2018, nous avons été bloqués par la construction des exemples. Et l'un des problèmes, c'est les applications. Voilà le problème qui nous a bloqués jusqu'en 2018. Et avec un peu de chance, nous avons un collaborateur dont le papier est là. Voilà. Voilà. Nous avons l'article-ci que nous avons publié en 2022. Le premier auteur, c'est un collaborateur avec qui on est à l'Université de Caen, qui est un expert dans le domaine des hypertreillis. En fait, j'ai travaillé avec lui sur les hypertreillis où c'est une situation non déterminisme depuis peut-être plus de 20 ans. Celui-ci a fait une thèse à l'Université de Dresden et actuellement à l'Université de Berne. Et c'est un spécialiste en analyse formelle des concepts. Ce qui fait que nous avons mis nos efforts ensemble et on a fait le premier travail application à l'analyse formelle des concepts. Ce qui fait que, volet application, nous avons au moins un champ d'application et
le problème qui nous taraudait, c'est le problème des examens. Mais récemment, en 2023, nous avons pu trouver un Allemand de nom de James avec qui on a collaboré et le problème d'exemple est résolu à travers les algorithmes. Ce qui fait que l'un de mes soucis, c'était le problème des examens. L'un de mes soucis, c'était un champ d'application. Aujourd'hui, les soucis sont résolus et il reste seulement à se mettre au travail. Ce qui fait que j'invite tout étudiant de master ou de doctorat intéressé par ce projet à se joindre à nous. Nous avons une équipe assez forte représentée à Berne, à l'université de Berne en Suisse, à l'université de Chang. Nous avons des collaborateurs également à l'université de Yaoundé, notamment à l'université Mahna Hochschule ou bien à l'université technologique de Mannheim, notamment le professeur Luc, où actuellement nous avons fait une thèse sur le domaine et nous avons également un étudiant en séjour chez lui. Donc toute personne qui voulait faire des études dans ce domaine est la bienvenue. Passons donc aux applications. Le dernier chapitre-ci, donc, comme j'ai dit, ça souligne quelques applications de multitreillis résidués dans différents domaines. La notion de multitreillis résidués a été appliquée dans plusieurs domaines. Je vais insister plus sur le domaine de l'analyse formelle des concepts, où on a déjà un premier résultat. Il y a également sur la notion de la programmation, dans théorie des codes et beaucoup d'autres domaines. Il y a également le domaine de la logique floue, ou bien je peux appeler ça logique floue, fuzzy logique. On sait que la notion de sous-ensemble flou définie par Zadek, ça c'est 2018, non, 1900, je crois que c'est 1968, est définie de la manière suivante. Si on prend X, un ensemble, et une application de l'intervalle de X vers 0,1, on dira que mu est un sous-ensemble flou de X. Tel que Zadet a défini cette notion, nous avons beaucoup des opérations sur les ensembles flous, à savoir par exemple l'égalité, donc si on a mu1, mu2, on a l'égalité, ou bien on a l'inclusion souvent, mu1 est plus inclus dans mu2, si et seulement si, pour tout x appartenant à grand X, mu1 de x est plus petit que mu2 de x. Et l'égalité, mu1 égale à mu2, si et seulement si mu1 inclus dans mu2 et mu2 inclus dans mu1. Dans la double inclusion, on a quoi? On a aussi la réunion, mu1 union mu2 de x, point par point, ça va nous donner le max entre mu de x, mu1 de x et mu2 de x. Ça, c'est la réunion et l'intersection. Min de mu1 de x, mu2 de x. Ça, c'est les définitions des Zadet. Et on remarque que toutes les propriétés qui existent sur les sous-ensembles marchent aussi sur les sous-ensembles flous, sauf une propriété que nous appelons la loi du tiers exclu. Tiers exclu, c'est-à-dire quoi? Mu de x, mu de complémentaire de x est égal, non, le tiers exclu c'est A
inter A bar égale à l'ensemble phi et A union A bar égale à l'ensemble tout entier. Je suppose qu'on est A et B sont dans E. Voilà la notion du tiers exclu. J'ai oublié de signaler que le complémentaire d'ici est égal à 1 moins mu de x. Dans la théorie des sous-ensembles flous, la loi du tiers exclu ne marche pas. Parce que si on prend mu de x égale à 1 demi pour tout x appartenant à grand x, mu complémentaire de x va nous donner 1 moins 1 demi égale à 1 demi. Nous voyons que l'intersection et le complément, la loi du tiers exclu ne marche pas ici. C'est pour ça qu'on dit ici que la théorie du flou généralise la notion de sous-ensemble. Pour le voir, qu'est-ce qu'il faut? Nous avons défini ici la notion d'un sous-ensemble flou et on sait que si I est un sous-ensemble de X, on sait comment calculer la fonction caractéristique de I qui est donnée par X si égale à 1 si X appartient à I, 0 sinon. Voilà la fonction caractéristique qui est un cas particulier de sous-ensemble flou. Donc, entre la fonction caractéristique qui permet d'avoir les notions de sous-ensemble et qui est un sous-ensemble flou, nous pouvons dire que la notion de sous-ensemble flou généralise la notion de sous-ensemble. Pourquoi j'ai rappelé ceci? C'est juste pour parler des applications. Si vous remarquez bien que mu, un sous-ensemble flou, va dans 0, 1. Ce n'est qu'un cas élémentaire, puisque 0, 1 ci, c'est bien un treillis qui est toutes les bonnes propriétés bornées par 0 et 1 et qui est même une chaîne. L'idée, c'est quoi? Ceci a été donné par Zadek. On est passé à la notion, dont on a la notion de fuzzy set, sous-ensemble fuzzy set, qui a été donné par Zadek. On est passé à L, fuzzy set, où l'intervalle 0,1 est remplacé par n'importe quel, par un treillis L. Ça, c'est la notion de L fuzzy set. Il est évident que, comme la notion de ça généralise la notion de treillis, on peut aussi faire le même travail en remplaçant L par un treillis résidué. Et, comme je parlais donc de l'application, on peut aussi remplacer notre L par notre multitreillis résidué. Voilà déjà un champ d'application dont on applique nos multitreillis résidués à la logique floue. Et pour ce faire, il faudrait donc que nous beaucoup travailler la structure algébrique de ceci. Et c'est le travail que nous sommes en train de faire pour le moment. Donc, les résultats que nous obtenons ici vont nous permettre naturellement de développer la théorie des L sous-ensemble flou, où L sera remplacé par un multitreillis résidué. Je crois que beaucoup de résultats qui ont été établis avec la notion de treillis résidué, nous pouvons également essayer de généraliser ça en remplaçant la notion de treillis résidué par un multitreillis résidué. C'est pour ça, comme je l'ai dit tout en tantôt, l'étude des multitreillis résidués va apporter une innovation dans beaucoup de domaines. Ça, c'est en ce qui concerne les multitreillis résidués et la notion de sous-ensemble flou. Bon, un autre champ d'application, comme je l'ai dit, on peut faire un résumé avant de voir. Comme je l'ai dit, le dernier chapitre-ci, en quelques mots, va un peu généraliser, va un peu montrer quelques domaines d'application des multitreillis résidués. Ça, c'est l'objet de ces chapitres. On sait que dans la littérature, il y a plusieurs généralisations de la notion de treillis.
Et pourquoi on s'intéresse à généraliser la notion de treillis? C'est parce que ça a des applications énormes, notamment dans la programmation floue, dans la théorie du codage et bien sûr en analyse formelle des concepts. Nous avons tout à l'heure étudié beaucoup de types de treillis résidués. Et il est clair que ce type de treillis résidués, comme je l'ai dit tout tantôt, peut être étudié, utilisé pour étudier les valeurs de vérité et contribuer à une amélioration de la notion de l'algèbre floue et ainsi que de la logique floue. Et ceci peut aussi être appliqué en intelligence artificielle et en algèbre logique. Nous pouvons noter aussi que les multitreillis et les treillis résidués peuvent aussi être appliqués dans la théorie des contrôles flous, dans la théorie des graphes, la théorie des codages, dans le domaine de l'incertitude, dans le domaine des études des situations incertaines. En un mot, nous pouvons donc conclure que les treillis résidués, les multitreillis résidués nous donnent des outils mathématiques riches pour modéliser l'incertitude et l'imprécision. Ça, c'est ce qu'il faut retenir, qu'on dit bien donc à retenir pour toutes, que les treillis résidués, les multitreillis résidués nous offrent des objets mathématiques très riches, capables de modéliser beaucoup de situations d'incertitude et de manque de précision. Nous allons, avant de continuer, regarder plus principalement l'application A, qui est à l'application à l'analyse formelle des concepts. Nous savons que quand on fait l'analyse formelle des concepts, ce qu'on a à faire à chaque fois, c'est évaluer les objets et les attributs. Dans la littérature, les objets et les attributs sont généralement évalués à travers les treillis. Et il y a beaucoup de résultats où la notion de treillis a été remplacée par la notion de treillis résidués. Nous nous proposons donc de faire l'étude, d'évaluer les objets et les attributs dans l'analyse formelle des concepts, non pas en utilisant les treillis et les treillis résidués comme les autres, mais en utilisant les multitreillis résidués. On espère que ça va apporter beaucoup de choses dans le domaine. Pour faire ces études de l'application à l'analyse formelle des concepts, on n'a pas besoin de grand-chose. Nous avons le premier document de Rodolphe Wheel et Ganter sur l'analyse formelle des concepts. Ça nous donne juste les éléments de base. Nous avons aussi le document de Bololavec qui est intitulé What is Fuzzy Concept Lattice. Et on a aussi la notion de fuzzy graph et le papier 3 pour nous servir de base. De même, on a la notion de rough set appliquée à l'analyse formelle des concepts. Et comme je l'ai dit, le papier 6 qui est notre contribution. Nous avons réussi à faire cette contribution à l'aide de l'expertise du professeur Kogeb dans les hypertreillis, l'expertise du professeur Kuda dans l'analyse formelle des concepts. Donc nous avons au moins là jeté les bases à l'application des multitreillis résidués à l'analyse formelle des concepts. Ce qui fait que pour toute personne qui veut s'engager dans les applications de l'analyse formelle des concepts, en combinant la notion de multitreillis résidués, nous avons déjà des projets et
des éléments de base. Après, dans l'analyse formelle des concepts, nous avons la logique, où on dit ici que les multitreillis, les multitreillis résidués servent à évaluer les valeurs de vérité. Et pour ça, nous avons une référence la plus importante qui a été publiée dans Journal of Logic and Computation vers les années 2009. Nous avons les applications aussi dans d'autres domaines. Nous avons également les applications dans la prise de décision. Et on peut conclure que les multitreillis résidués peuvent servir à gérer l'imprécision de l'information. Nous avons quelques références. Celui-ci de 2008 qui parle de la détermination, qui parle de l'utilisation des treillis résidués dans les automates flous. De même, nous avons le 2 qui parle aussi des automates et complete residue lattice valued logic. Donc, là aussi, c'est un des champs d'application de notre treillis résidué. Ainsi que le document 3. Nous avons la logique floue. Et comme nous savons que les treillis résidués ont été généralisés pour obtenir la notion de multitreillis résidués, on sait que les treillis résidués, les treillis ont joué un rôle très important dans la logique floue et il est naturel de penser que la multitreillis résidués également vont jouer un rôle très important dans les logiques floues. On appelle aussi ça la logique non classique et les structures algébriques y référentes sont, nous avons les MTL algèbres, nous avons divisibles, les treillis résidués divisibles, BL algèbre, MV algèbre, Hilting algebra, and Boolean algebra. Ici, nous avons donc une des structures algébriques que nous avons découvert, c'est-à-dire nous avons là les MTL algèbres, nous avons là semi-MTL algèbre qui a été étendu aux multitreillis résidués. Nous avons vu que la divisibilité ici, quand on l'étend aux multitreillis résidués, ça s'écrase, on perd. Mais nous avons vu que la régularité ici, quand on étend aux multitreillis résidués, le résultat reste OK. Nous avons également fait des études sur la dérivation dans les multitreillis résidués. Et à quoi nous a servi ces études de la dérivation? La dérivation dans les multitreillis résidués nous ont permis également d'étudier et de mieux appréhender la structure des multitreillis résidués. Bon, voilà de manière un peu ramassée, quelques champs d'application des multitreillis résidués. Bon, c'est la fin de ce cours et nous pouvons, avant de conclure notre cours, rappeler les problèmes qui nous intéressent. L'un des problèmes que nous voulons intensifier la recherche là-dessus, c'est résiduer tête multilattice et l'analyse formelle des concepts, FCA. Donc, résiduer tête multilattice et
Analyse formelle concept. Formal concept analysis. Voilà. Ça, c'est le domaine où nous nous proposons dans les jours à venir de regarder. Au point de vue aussi algébrique, on se demande de regarder la notion d'idéal dans les... Et aussi la notion de filtre, la description du filtre engendré. Voilà quelques problèmes ouverts des recherches où nous sommes en train, ce qui nous intéresse pour le moment. Et si on réussit donc à étudier la notion d'idéal, comme je l'ai dit, nous avons fait d'importants travaux de recherche avec la notion d'idéal. Par exemple, la notion d'annihilateur. Nous avons aussi beaucoup d'autres notions telles que la topologie spectrale, spectrale. Une autre chose qu'on a découvert pendant l'étude de nos investigations récemment, c'est que nous avons la notion d'idéal premier. Premier, c'est-à-dire donc X flèche Y. Ça, c'est filtre premier. X flèche Y appartient à F ou Y flèche X appartient à F. Ça nous a donné la notion de filtre premier. En s'inspirant de ce que nous avons appelé semi-premier, semi-idempotent, nous pouvons nous permettre d'introduire la notion d'autres types de filtres qu'on va appeler semi-premier. La technique sera quoi? Au lieu de travailler donc avec les éléments X et Y, on va travailler avec les compléments. Ainsi, par exemple, semi-premier sera X' flèche Y' appartient à F ou Y' flèche X' appartient à F. Ça, nous avons commencé ce genre d'études. Nous avons bien vu que la notion de semi-premier sera différente de la notion de premier. On a des exemples. On a regardé aussi dans quelles conditions les deux notions coïncident. Ça, c'est quelques projets où on est en train de faire des investigations. Nous n'avons encore rien de propre, mais on a beaucoup on a beaucoup d'attentes, comme on dit. Bon, je ne dois plus continuer à parler seul. Je crois qu'on peut s'arrêter ici pour le cours et attendre des questions, des commentaires, ainsi que des suggestions. Merci pour votre aimable attention. S'il y a des questions, on peut regarder. S'il n'y a pas de questions, je crois qu'on peut s'arrêter là pour ce cours. Le document, mon email est le suivant, si à jamais. Mon WhatsApp, c'est le suivant, 6 237 6 99 41 72 98. Et mon email, c'est N'hésitez donc pas à me passer toutes vos questions et les commentaires, les observations pour ce cours.